Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime sa famille, son mari, ses enfants, ses petits-enfants, ses frères et sœurs, et aussi les valeurs ajoutées. Elle aime la spiritualité, la psychologie, l'éducation. Elle aime chanter, jouer de la guitare, le sport, les activités manuelles. Elle aime cuisiner et aussi écouter les gens. Bonjour Chantal. Bonjour Thérèse. Je suis tellement contente de te retrouver. Je dis retrouver parce qu'on s'est rencontrées toutes les deux à New York. On a habité à New York pendant quelques années. Et d'ailleurs, déjà, quand on s'est rencontrées, c'est parce que tu commençais à opérer un changement professionnel. Tu te formais à la pédagogie Jean Montbourquette, dont tu vas nous parler. Et puis tu cherchais des personnes qui pouvaient... avec qui tu pouvais expérimenter tout ce que tu apprenais, et j'étais un cobaye. Un cobaye. Un bon cobaye. Alors, c'était extraordinaire. Vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est une période qui m'a beaucoup marquée, l'accompagnement que j'ai eu avec toi. On se retrouve aujourd'hui toutes les deux à Paris. Nos vies nous ont entraînées ici aujourd'hui. Et bien forcément, avec toute cette relation, cette amitié qui nous lie, j'avais envie de prendre le temps avec toi, de t'interroger dans ce podcast Love Care, parce que tu as beaucoup de très belles choses à nous partager. Mais juste avant, Chantal, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu en es arrivée à te former à la pédagogie Jean Montbourquette? Oui, bien sûr. Et qui est cet homme? Alors, Jean Montbourquette, il était prêtre, il était psychologue, professeur à l'université d'Ottawa, écrivain, conférencier, et il a eu un impact sur beaucoup de personnes. En fait, sa psychologie était attachée à la psychologie de Carl Jung, qui a développé le lien entre psychologie et spiritualité. Et c'est surtout ça que j'ai beaucoup apprécié. Moi j'ai été élevée dans la religion catholique, et il y avait certaines choses que je ne comprenais pas, que je trouvais difficiles à accorder entre être bien pour soi-même et en même temps être bien pour les autres. Et en fait, le jour où j'ai rencontré Jean Montbourquette, d'abord j'ai fait un atelier sur l'estime de soi, et là ça a été une révélation, et au bout de 3 jours je me suis dit c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, me voilà arrivée au port en fait. Et là je lui ai écrit en lui demandant de me former, de venir auprès de lui pour être formée au Canada. Et là, ça a été un parcours incroyable, et j'ai beaucoup changé grâce à lui, en mieux, on peut dire. Et même mes enfants, mon mari ont été témoins de ces changements, et qui ont eu un impact sur eux aussi, parce que je pense profondément que quand soi-même on change quelque chose, c'est aussi plusieurs personnes qui nous suivent dans cette évolution, on en entraîne d'autres avec nous. Et tu parles d'un atelier d'estime de soi, ça veut dire quoi concrètement ça, cet atelier? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça veut dire quoi, selon toi, l'estime de soi? Parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est un terme qui peut être un peu galvaudé. Oui, l'estime de soi, c'est la façon dont on se perçoit. C'est comment je me vois, comment je me parle et comment je me sens avec moi-même. Il y a une distinction à faire entre l'estime de soi et l'affirmation de soi. L'affirmation, elle est en conséquence de l'estime de soi. Si je me sens bien avec moi-même, si je m'accepte telle que je suis, je vais pouvoir oser être moi-même face aux autres. Je vais pouvoir oser nommer mes besoins, nommer mes émotions, faire des demandes, aussi savoir refuser un service lorsque c'est nécessaire. Et donc, on va travailler d'abord sur l'estime de soi, d'abord bien se connaître, s'aimer pour son être, l'amour de soi, et puis s'aimer aussi, s'apprécier pour ses réalisations. On appelle ça la confiance en soi. Et on va travailler sur ces 2 piliers qui vont créer une solide base de l'estime de soi. Et ensuite, on va travailler sur l'estime du soi. Et là, je parle du soi avec un grand S. Ça veut dire quoi, ça?
Eh bien, le soi, pour Carl Jung, c'est notre âme. C'est l'âme habitée par le divin. C'est cet espace sacré en nous qui est source de paix, source de joie, source d'amour inconditionnel pour moi-même et pour les autres. C'est le centre organisateur de toute notre personne. Souvent, c'est l'ego qui nous dirige, mais lorsqu'on a perçu qu'on avait aussi une âme, alors là, l'ego, il peut se mettre sous la direction de l'âme et acquérir toute cette sagesse et avoir la vie qui est la plus belle pour nous, en fait, parce que dans cet espace sacré réside notre identité profonde, notre ADN spirituel. C'est quoi l'ADN spirituel? Alors, c'est notre identité profonde, ce qui fait que tu es unique, Thérèse, que tu as... il n'y en a pas deux comme toi, hein, il n'y en a pas deux comme moi. Et c'est par cette unicité, et puis aussi par les expériences qui ont marqué notre vie, souvent les expériences douloureuses, et puis aussi par toutes nos passions, tout ce qui nous fait vibrer. C'est aussi avec tout ça qu'on va aller vers sa mission de vie. Parce que pour Carl Jung et pour Jean-Mont Bourquette, on n'est pas là par hasard. On a une mission sur cette terre et c'est un appel. On est libre d'y répondre ou d'aller ailleurs. Mais sachant que si on y répond, c'est une façon de s'épanouir dans la vie. Tu crois que tout le monde a une mission de vie? Oui, certainement. En fait, si nous sommes uniques, nous ne sommes pas arrivés sur cette terre par hasard. La création n'est pas terminée et nous avons à devenir co-créateurs. Et c'est en tenant compte de qui nous sommes dans nos profondeurs, pas dans qui nous sommes pour avoir fait plaisir à papa, maman, à s'être adaptés à nos conditions de vie, mais qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, notre identité profonde. En tenant compte aussi des expériences vécues, et en particulier de ce qui ont été des épreuves pour nous, et en même temps de nos passions, ce qui nous fait vibrer vraiment, nos aspirations, nos intuitions. Et c'est en tenant compte de tout ça que nous allons aller vers notre mission pour accomplir ce qu'il y a de plus grand en nous. Un petit peu comme le gland, il contient déjà toute la promesse d'un chêne, et nous avons ça dans notre âme, ce potentiel inaccompli qui nous est proposé. Et ça, on va le découvrir comment? Par exemple, j'organise des ateliers sur découvrir sa mission de vie. Donc là, pendant ces ateliers, tu vas accompagner à essayer d'aller comprendre ce qu'il y a dans ce gland-là, quel est l'ADN et quelle est la promesse qui est faite, c'est ça? Ça demande une bonne connaissance de soi. C'est ça, j'entends. Ouais. Et de dégager tout ce qu'il y a, de discerner tout ce qui a été un peu exagéré dans nos identités, toutes les qualités que nous avons forcées pour retrouver qui nous sommes vraiment. Et puis on va faire un travail aussi de relecture de vie pour savoir quelles sont les choses qui se sont répétées, comment nous sommes arrivés à vivre, avoir tel rôle. Par exemple, telle personne a été beaucoup dans l'accompagnement, ou même si ce n'était pas professionnel, mais elle a eu une posture d'accompagnant, ou une posture d'artiste, ou de clown aussi, ça arrive. Enfin, on va aller voir quels sont nos archétypes, à quel type de personne, de rôle nous pouvons nous rattacher. Enfin, il y a une grande variété d'exercices qui nous permettent de bien nous connaître et puis d'aller explorer ce qu'il y a au fond de notre âme. Mais donc c'est déjà passionnant tout ce que tu nous partages, parce que ce soit l'estime de soi, l'estime du soi, la confiance en soi, la mission de vie, ce sont des choses qu'on peut découvrir, développer par des ateliers que toi tu proposes, et puis d'autres aussi personnes proposent dans cet esprit-là. C'est-à-dire que c'est possible
d'aller soit consolider une estime de soi qui est peut-être faible. C'est possible de trouver sa mission de vie. Donc déjà, ça, c'est la bonne nouvelle qu'on apprend. Et avec tout ce, j'ai envie de dire, ce bagage, tout cet équipement qu'on peut soit accueillir ou développer ou renforcer, on va vivre notre vie de femme, d'homme. Et c'est vrai qu'ensemble, j'avais envie d'aborder un sujet plus délicat, qui est celui des épreuves qu'on peut vivre dans notre vie, mais qui sont aussi vécues dans nos relations, qui peuvent être abîmées. Et j'avais envie de parler avec toi de cette notion du pardon, parce que je sais que tu travailles sur ce sujet, que ça reste quand même un peu compliqué à comprendre, cette affaire de pardon. Tout à fait. Alors, j'avais envie aussi d'aborder ce sujet du pardon de façon plus profonde que... Oui, il faut savoir pardonner à son mari ou à sa femme quand il n'a pas rangé ses chaussettes, ça nous embête, alors on est fâché. Ou il n'a pas rangé son manteau, ou il ne fait pas beaucoup la cuisine. Franchement, moi, tout ça, ça me gonfle un petit peu parce que c'est dire, oui, on apprend le pardon dans le couple pour ces petites choses. Bon, c'est peut-être très important, mais je voudrais qu'on parle des vrais sujets. Parce que, comme tu le sais, moi aussi, je suis thérapeute de couple. Je vois des couples qui traversent des vraies épreuves. Quand je dis des vraies épreuves, c'est, par exemple, l'infidélité. On fait comment quand on a été trompé par son mari ou par sa femme? Est-ce que le pardon est possible? Est-ce qu'il est souhaitable? Ça veut dire quoi le pardon dans ces cas-là? Quand l'autre nous a menti pour quelque chose, quand l'autre a été violent, verbalement, physiquement ou physiquement. Je veux qu'on parle des vrais sujets ensemble. Tu vois, pas des petits pardons de gentillet, parce que... Tu comprends quand je dis ça? Tout à fait. Que c'est ça les enjeux là des adultes et puis de celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont confrontés parfois peut-être à ces réalités-là. Le pardon, il a souvent été galvaudé. En fait, on nous a bassinés avec il faut pardonner, il faut pardonner. Mais en fait, quelque chose d'extrêmement important à savoir sur le pardon, c'est que c'est pas une obligation, surtout pas. C'est pas un devoir. Vous ne pouvez pas dire à une personne « il faut que tu pardonnes, tu as vécu ça, il faut que tu pardonnes ». Non, parce que vous l'enfoncez davantage. En fait, le pardon, c'est avant tout un acte de liberté. C'est je choisis, je décide de pardonner. Et je vais avancer avec des étapes. C'est tout un processus. Mais en tout cas, c'est d'abord de l'ordre de la volonté, un choix. Et puis, le pardon, c'est une aventure humaine et spirituelle. C'est que je vais faire ma part des choses pour pardonner à l'autre. Mais il y a un moment où ça n'est plus... Parfois, les événements, les blessures sont tellement graves que c'est pas humain de pardonner. Et là, on fait appel au divin qui va venir pardonner en nous, qui va venir... Vous savez, quand on est sur une barque, on rame, et il y a un moment, on arrête de ramer et on se laisse porter par le courant. Il y a un moment où, parfois, une personne me disait, plus je rame, plus je veux pardonner, moins j'y arrive. Et c'est pas la peine de s'acharner. C'est quand je pourrai, je pardonnerai. Je fais tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a à faire. Alors, je te disais qu'il y avait des images du pardon qui étaient fausses et qui donnent certainement pas envie de pardonner. Ouais, tu peux nous en parler de ça. Tout ce que tu viens de dire évoque beaucoup de choses. Ouais. Il faut pardonner. Et puis parfois aussi, quand il y a une offense qui nous est faite, on se dit, comme ça, on va se débarrasser un peu des émotions désagréables qu'on peut ressentir. On pardonne, puis on passe à autre chose, quoi. Tu vois? Et là, tu es en train de nous dire... que c'est pas tout à fait comme ça le pardon. Oui, le pardon, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Parfois les parents ou les maîtresses d'école vont demander à leurs enfants mais pardonnez, allez faites la paix. Et en fait, ce n'est qu'une paix apparente. Il n'y a aucune paix réelle là-dedans. C'est une mascarade. Quand les enfants se serrent la main ou s'embrassent, et en fait ils ont plein de ressentiments à l'intérieur d'eux. Ils sont pas du tout en paix. En fait, le pardon, parfois, les gens me disent mais je peux pas oublier, je peux pas pardonner parce que je pourrais pas oublier ce que la personne m'a fait. Mais il s'agit pas de perdre la mémoire, en fait. On ne demande pas ça. En fait, on peut très bien se souvenir et pardonner. C'est ça le vrai pardon, c'est se souvenir et malgré tout pardonner. C'est pas non plus, ce n'est pas non plus excuser l'autre. En fait, on ne va pas dire bon, c'est pas grave, il a des circonstances atténuantes. Non, en fait,
c'est grave, ça reste grave. J'ai été blessée, je suis encore fragile, je suis devenue vulnérable et je vais me soigner, je vais avancer, je veux lui pardonner. Autre conception erronée du pardon, c'est que on pourrait croire que pour pardonner, il faudrait que l'autre vienne demander pardon. Et ça, c'est très difficile de pardonner si l'autre n'admet pas son erreur ou s'il l'admet mais il reste dans sa position. Je vois beaucoup, par exemple, dans des situations d'infidélité. Oui. Par exemple, elle aurait une relation extra-conjugale, son mari le découvre, ils décident finalement de poursuivre leur chemin ensemble, mais le mari attend que sa femme reconnaisse la faute, et elle a du mal à reconnaître parce que, mine de rien, ça lui a quand même fait du bien, cette relation, ça lui a apporté des choses positives en elle, c'est pour ça qu'elle l'a vécu. Et là, le mari reste bloqué en disant, tant que tu ne regrettes pas ce que tu as fait, que tu ne me demandes pas pardon pour ce que j'ai fait, je ne peux pas avancer. Et je vois beaucoup de couples qui sont bloqués à ce stade-là. Oui. Mais je vais prendre une métaphore. Imagine que tu es blessé par un inconnu dans la rue qui te veut du mal, en passant en voiture, il te bouscule. Et tu es blessé, tu saignes. Est-ce que c'est derrière lui que tu vas courir pour qu'il te soigne ? Non. Tu vas aller voir un spécialiste. Tu vas peut-être se soigner toi-même si tu connais les premiers secours, si tu sais faire. Mais en tout cas, c'est pas forcément avec la personne qui t'a blessé que tu vas vouloir te soigner. En fait, le pardon ne dépend pas de l'autre. En fait, c'est aussi important de savoir que pardonner, ce n'est pas forcément se réconcilier. C'est quoi la différence que tu fais entre se pardonner et se réconcilier ? Eh bien, pour se réconcilier, il faut être deux. Il faut que les deux aient envie d'être dans la relation. Mais parfois, l'autre est malsain pour nous, il nous fait du mal, ou c'est pas une relation souhaitable. Donc, il n'y a pas de réconciliation à avoir. Par exemple, un terroriste, il n'y a aucune raison d'aller se réconcilier avec lui s'il est sûr du bienfait de son acte. Alors, donc, pour se réconcilier, il faut être deux. Pour pardonner, il suffit d'une personne. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça change tout, ça. Et ça change tout. Donc, quelqu'un m'a fait du mal dans la relation. Je me suis sentie, par exemple, trahie. Et je peux moi-même pardonner, même si la personne que j'estime être mon agresseur ne m'a pas demandé pardon. Comment je fais, alors, dans ces cas-là ? En fait, comment ça semble possible ? Le pardon, c'est avant tout un travail pour soi-même. C'est se libérer de la souffrance occasionnée. Ça demande un retour sur soi, d'aller voir quelle est ma blessure, en quoi j'ai été blessée. Parfois les gens disent mais il m'a tué, il a fichu ma vie en l'air, mais c'est pas la réalité. La vie, elle continue, il y a d'autres choses qui restent pour la personne. C'est aller voir qu'est-ce qui était blessé en moi. Est-ce que c'est mon estime de moi ? Est-ce que c'est mon honnêteté ? Est-ce que c'est ma confiance dans les hommes ? Est-ce que c'est ma confiance dans la vie ? Qu'est-ce qui a été blessé ? Pour pouvoir en prendre soin. Donc ça, c'est la première étape, de nommer ce qui a été blessé Non, la chez moi. première étape, c'est d'abord de décider. De décider de pardonner. Et puis, très important, qui accompagne, c'est aussi de faire cesser les gestes offensants. Si une personne est en couple, par exemple, avec quelqu'un qui lui fait du mal, elle n'a aucune raison de rester si c'est, par exemple, de la violence physique ou même verbale, parce qu'à ce moment-là, elle se rend complice du mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Elle entretient, en restant avec la personne, elle entretient, si elle ne peut pas arriver à se faire respecter, elle entretient ce mal commis par l'autre. Et donc, dans certains cas, il est bon que la personne s'éloigne, qu'elle se mette en sûreté. Si elle est en danger, elle n'a aucune raison de rester avec la personne. Oui, parce que c'est vrai que ça peut être assez dangereux de pardonner à la personne qui nous fait du mal au quotidien. Qui va recommencer demain. Et qui va recommencer encore et encore. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on peut se rendre même
complice ou être co-responsable de cette relation C'est qui ça. est malsaine et qui est mauvaise parce que je ne dis pas stop, quoi. Donc le pardon, mal compris, mal intégré, peut conduire à des situations complètement dramatiques. Oui. On ne pardonne pas les yeux fermés. On pardonne les yeux grands ouverts pour discerner qu'est-ce que je vis. Est-ce que c'est acceptable ou est-ce que je dois me retirer? Est-ce que cette relation a de l'avenir ou pas? Oui, donc alors, d'abord, on décide. Oui. Ensuite, de reconnaître la peine qui nous a été faite. Alors, ce qui a été abîmé chez nous. Oui, parce qu'on peut faire du déni. Il est possible de se dire, mais non, c'est pas si grave finalement, j'ai bien vécu. Et surtout pour les personnes qui ont été blessées dans leur enfance par leurs parents. Je vois beaucoup de personnes qui ont beaucoup de ressentiments envers leur mère, leur père, qui ont abusé d'eux. Et donc, ça demande de faire la vérité, de nommer les choses, de descendre en soi et d'y voir clair. Mais tu veux dire, d'oser dire, là, mes parents m'ont blessée. Oui, pas Ou forcément. là, je me suis sentie blessée par mes parents à cet endroit-là. On n'a pas forcément besoin d'aller s'expliquer avec la personne qui nous a blessés. Parfois, les personnes que j'accompagne écrivent une lettre à leur mère, à leur père, pas pour leur donner, pas pour la poster, mais pour eux-mêmes, pour faire ce travail de vérité. De quoi j'ai souffert? Qu'est-ce qui était ma blessure? Pour pouvoir guérir. Sinon, si on fait du déni, on ne peut pas avancer. Donc, oui, et je pense que le déni aussi, on le fait souvent pour quand on veut comprendre cette personne. Par exemple, nos parents disent, bon, ils ont quand même fait du mieux qu'ils ont pu, ma mère était quand même très courageuse sur tels aspects, etc. Donc on va excuser. C'est ça. Et on va pas vouloir nommer ce qu'on a pu ressentir. On va minimiser. C'est quand même nos parents, ils nous ont nourris en général. Ils ont été beaucoup pour nous. Sans eux, on ne serait peut-être pas là. Donc, on peut vouloir les protéger. Et en fait, il s'agit d'ouvrir les yeux, vraiment. Ok, donc étape importante, ouvrir les yeux. On pardonne les yeux ouverts. J'adore cette expression. Je la gardais bien précieusement. Ce qui va être aussi très important, c'est de pouvoir partager sa blessure. C'est-à-dire de pouvoir raconter l'histoire de sa blessure. Qu'est-ce que j'ai vécu? Et ça va permettre de libérer les émotions et d'avancer, de faire ce travail de vérité avec une personne qui va nous écouter. Pas forcément avec la personne qui nous a blessés, peut-être si c'est possible, mais sinon avec quelqu'un de proche qui va être dans le non-jugement, la bienveillance. Ok, donc besoin de raconter et d'être écouté. Oui. Et puis, une autre étape, c'est aussi d'accepter sa colère. Parce que si on veut passer à travers, en fait, elle reviendra. Si on veut l'éviter, elle reviendra, et elle reviendra, et elle reviendra. Donc, on a besoin d'entrer, de le ressentir. Ça ne veut pas dire se mettre en colère. La colère, c'est une émotion qui est instinctive. Je ressens de l'agressivité, ça ne veut pas dire que je vais agresser. On peut confondre agressivité et agression, c'est pas pareil. Je peux ressentir de l'agressivité et puis transformer cette agressivité en quelque chose de beau, la rendre féconde. Par exemple, j'ai été victime d'un attentat. Eh bien, je vais peut-être mettre mon énergie à créer un comité de soutien aux victimes d'attentats. Voilà, en fait, rendre sa blessure féconde, mais ça sera plus tard. Donc, on a aussi besoin de se pardonner à soi-même. Et ça, c'est un point important, non? Oui, parce que souvent, j'ai l'impression que ça, c'est le point le plus important, souvent. Oui, c'est crucial. En fait, on en veut à l'autre, mais on s'en veut surtout à soi-même, quoi. C'est ça. Et ce qui me surprend encore, c'est de remarquer que lorsque on est victime, on peut se mettre du côté de l'agresseur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène automatique, je pense que c'est pratiquement automatique, un phénomène d'identification à l'agresseur. Avant d'être blessée, je peux être en unité, je peux me sentir unifiée. Et au moment où arrive l'offense, je suis coupée en deux.
une partie de moi qui est offensée et une partie de moi qui va s'identifier à l'agresseur et qui va devenir offensante. Alors offensante sur peut-être sur la personne qui m'a fait du mal, ou peut-être sur quelqu'un de plus faible, et en plus sur moi-même, sur la partie de moi qui a déjà été blessée. Et je vais reprendre les termes, les mots qu'on m'a dit. Tu es nul, tu es ceci, tu es cela. Et notre critique intérieure peut être très très virulent. Donc il va falloir faire la paix avec soi-même, retrouver cette unité, et faire que ces deux parties de nous, elles se parlent et qu'elles arrivent à communier, à collaborer, à s'entendre. Et tu parles de toutes ces démarches pour arriver au pardon. Tout à l'heure, tu disais que le pardon, c'est aussi un acte de libération. Est-ce que tu peux en dire plus par rapport à ça ? Qu'est-ce que ça nous apporte de pardonner ? Quel est l'intérêt de faire tout ça ? Alors peut-être que je peux expliquer ce qui se passe si on ne pardonne pas. Ah oui, ok. Ouais, et comme ça, on verra bien ce qui se passe si on pardonne. Si je ne pardonne pas, je vais avoir l'envie de me venger. Et se venger, ça va pas faire... On peut croire que, il m'a fait ceci, je vais lui faire la même chose. On peut croire qu'on va être à égalité et que ça ira mieux. Mais il n'en est rien du tout. En fait, simplement, la violence entraîne de la violence et c'est un cercle infernal. Mais ça ne procure aucun bien. C'est juste une idée que ça peut faire du bien. Mais on le voit bien, ça n'épuise pas l'énergie de l'agressivité. On peut aussi vivre dans le passé au lieu d'être dans le présent et dans le futur. On est toujours comme rattaché, on traîne son boulet et toute cette énergie, en fait, elle n'est pas disponible pour le présent. Nelson Mandela a dit, après avoir passé 27 ans en prison, il a dit « Le jour où j'ai franchi le seuil de la prison, je me suis dit, alors là, si tu n'arrives pas à laisser toute ton amertume et toute ta haine ici, eh bien tu resteras toute ta vie en prison. » C'est ça en fait, on va transporter avec nous toutes ces énergies désagréables. Et puis, on aura aussi cette énergie, elle va nous prendre... cette haine va nous prendre beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a des centres qui traitent les gens contre le cancer, qui acceptent les malades à condition qu'ils fassent un travail sur le pardon. Parce qu'ils savent bien qu'en se libérant de ces blessures, la personne va aussi retrouver de l'optimisme, de la positivité, et qu'elle va favoriser sa guérison. Oui, donc il y a un impact sur le corps aussi de ces pardons qui ne sont pas, donnés. On peut somatiser tout ça. Ouais. Et si je pardonne maintenant Alors, j'aime beaucoup une image d'Olivier Clerc qui travaille beaucoup sur le pardon, qui crée des cercles de pardon et qui dit en fait, le pardon, c'est comme une douche du cœur. Je vais nettoyer, je vais purifier mon cœur et je vais me libérer. Une autre image, je ne sais plus quel est l'auteur, mais c'est... se pardonner, c'est libérer un prisonnier de ses chaînes et se rendre compte que le prisonnier, c'était soi-même. C'est vraiment une libération. Quand j'arrive à pardonner à une personne, je me libère. Alors, on a souvent proposé le pardon comme tu vas faire du bien à l'autre, mais c'est avant tout, je fais du bien à moi-même. Et là, j'entends dans ce que tu viens de nous partager, Chantal, que c'est ça le changement de perspective. C'est pas tu vas pardonner parce qu'il faut faire ça pour l'autre et que c'est ça qui est bien moralement de faire et comme une sorte de devoir, comme tu disais très bien, il faut pardonner. Mais je le fais pour moi, pour gagner en liberté intérieure. Parce que l'agressivité que je vais ressentir, la violence, elle va m'abîmer moi. En fait, c'est pour moi-même en fait que je le fais. C'est vrai que ça change. C'est avant tout. Ouais. Ouais. Alors avant tout pour moi-même, mais après du coup ça va avoir des répercussions sur les autres, forcément. Ça. Et j'ai des belles histoires, mais incroyables. Je suis en admiration en fait. Par exemple, juste pour te donner un exemple, une dame qui avait travaillé sur le pardon à son frère
Et c'était dans l'intimité de mon cabinet. Et donc, on avait passé plusieurs séances à travailler sur ça. Et ils étaient fâchés depuis des années sans même savoir. Elles ne savaient même plus exactement quelle avait été l'origine. Et puis, finalement, elle me dit, ça y est, c'est bon, je me sens bien. Et elle me rappelle le lendemain, elle me dit, tu sais pas quoi, mon frère m'a appelée en me disant... Oh, c'est dommage qu'on soit encore brouillés. Si on renouait, est-ce que tu serais partante? Et elle n'avait rien dit. Et c'est quelque chose qui se fait, un travail qui se fait d'âme à âme. En me libérant, je donne la possibilité à l'autre de se libérer. Je lui donne la possibilité. En fait, il a le choix de vouloir revenir ou de rester loin. Mais en tout cas, je remets les compteurs à zéro. Incroyable cette histoire. Mais tu as peut-être déjà pu constater que certaines personnes, ou bien voilà, ou pour soi-même, on n'arrive pas à pardonner, quoi. Et même, en fait, même je me rends compte qu'il y a des choses où je ne veux pas pardonner. Oui. Et là, je me culpabilise presque de ne pas vouloir pardonner. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses quand je te dis ça? Alors, dans un premier temps, je te conseillerais d'accepter de ne pas vouloir pardonner. D'accord. On a le droit de ne pas vouloir. On a le droit. Parfois, c'est trop. Et laisse le temps faire les choses. Il y a un temps où tu pourras, peut-être. Et si tu sais que c'est bon pour toi, tu peux t'ouvrir à la grâce du pardon. Mais il n'y a pas de... ça ne se fait pas dans la violence contre soi-même. Il n'y a pas de force à mettre dedans. C'est juste, je m'ouvre. Donc, je vais faire ce travail, d'abord de reconnaissance de moi-même, d'acceptation de tout ce que j'ai vécu. Ça va aider, ça va préparer le pardon. En fait, c'est pas par un claquement de doigts, ça demande tout ce travail de retour sur soi-même, ça demande du temps, de la patience. Et puis un jour, le fruit sera mûr et le pardon va tomber comme ça parce qu'il est prêt. Donc déjà, se laisser du temps. Oui. Et donc pas culpabiliser si on n'y arrive pas. Non, surtout pas. Et ne culpabiliser personne de ne pas pouvoir pardonner. C'est légitime d'avoir envie de garder cette rancœur parce que c'est un désir de justice au fond. C'est un désir de justice et puis c'est peut-être un moyen de se protéger, de se rappeler que ça peut arriver, comme une sorte de protection un peu. Oui, on t'y reprendra plus. Voilà, exactement, c'est ça. Tu vois, et tu dis, si j'ouvre mon cœur et que je pardonne, j'aurais peur d'avoir de nouveau un cœur tout doux et mou et ouvert. Ouais. Et du coup, qui pourrait de nouveau être malmené par quelqu'un. Mais si on fait bien le travail, en fait, il y a une étape importante que je n'ai pas nommée, mais c'est qu'on va donner du sens à l'offense. C'est-à-dire... Oui, ça peut paraître un peu choquant quand tu dis ça comme ça. Est-ce que tu peux en dire plus? Ça veut dire quoi donner du sens à l'offense? Parfois, je pense aux abus sexuels ou des choses terribles qu'on peut vivre, ou des violences, des attentats. Ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Alors comment est-ce qu'on peut donner du sens à une offense? En fait, pour donner du sens à l'offense, on va se poser la question, qu'est-ce que j'ai appris de cet événement? En quoi j'ai grandi? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de douloureux, de mauvais, de pas souhaitable bien sûr, mais c'est comme l'huître, elle a un grain de sable vient se mettre dans sa coquille, ça gratte, ça fait mal, et en fait elle va l'enrober de nacre pour en faire un bijou, une perle. C'est ça en fait. Moi, comment je pourrais enrober? Comment je vais transformer ça? Je vais le sublimer. Au lieu de le répéter, parce que le danger, c'est j'étais abandonnée, je vais être encore abandonnée, ou alors je vais moi-même abandonner, ce qui sera le plus sûr moyen de ne pas être abandonnée. Donc, ou bien je le rejoue, ou bien je le refoule, ou alors je le sublime et je transforme ça en quelque chose de beau. Et c'est là que nous sommes co-créateurs. Et donc, je vais me soigner moi-même et en même temps, je vais soigner beaucoup d'autres. C'est une belle promesse, ça aussi, de se soigner soi-même et puis soigner beaucoup d'autres. Cette image de la perle. Merci, Chantal. Vraiment, j'adore t'écouter. Là, je suis comme une petite enfant. J'écoute, je bois du petit lait, mais parce que ça me parle, puis ça évoque plein de choses dans ma propre vie aussi. Oui. C'est très concret, ce dont tu parles. Oui. Alors,
je te demande de me pardonner parce que je n'ai pas nommé les étapes dans le bon ordre et je ne les ai pas toutes nommées, mais ça serait peut-être un peu long. Jean Montbourquette, il a nommé 12 étapes. On pourrait les réduire en 9 si on veut les grouper. Mais en tout cas, c'est un long processus et qui se fait pas à pas et qui se fait avec naturel. Donc moi, je fais beaucoup confiance à ce qu'il nous propose pour moi-même et pour accompagner les autres. Tu dis accompagner les autres. Est-ce que quand on sent qu'on a quelque chose de lourd qu'on porte au fond de nous, qu'on sent tout doucement le désir de se libérer de ce poids, tu accompagnes, toi, à se libérer et à faire ces démarches de pardon? Parce que tu dis qu'il y a des étapes. Oui, d'accord. Donc on peut aller demander à quelqu'un de se faire accompagner comme toi. Je le fais en individuel et également aussi en atelier, donc un groupe. Et c'est très beau de le faire en atelier parce que les autres nous font avancer. En fait, on écoute et puis tout d'un coup on comprend quelque chose sur nous qui était pas encore, qui était confus, et tout d'un coup ça s'éclaire et on avance encore plus vite. Mais je trouve que c'est très important ce que tu partages là, que le fait que ça mette du temps, qu'il y ait des étapes, parce que ça change complètement notre conception du pardon, on s'est fait du mal dans la relation, allez vite, on pardonne. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Et ce qu'on retient déjà, c'est que quand on voit quelque chose de lourd, on peut aussi se faire accompagner pour ça. On ne peut pas être seul avec sa peine. Parce que parfois, c'est très lourd. Très lourd. Et tu l'as même dit, à un moment, il faut raconter l'histoire. Donc ça veut dire quand même, dans la relation, c'est comme si... Moi, ce que je retiens dans ce que tu me partages, c'est qu'on est blessé dans le lien, mais aussi on se répare dans le lien aussi avec quelqu'un. Le fait d'être écouté, d'être accompagné, va nous permettre de nous réparer. Donc c'est une bonne nouvelle quand même qui nous arrive. Vraiment, Chantal, merci infiniment. Moi, je pourrais passer des heures et des heures à t'écouter. Je peux dire juste une chose? Oui, c'est ça que j'allais te dire. S'il y avait une chose que tu vas absolument partager au monde là, je dis au monde, à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Mais il y a beaucoup de choses, parce que le pardon, je crois que c'est mon sujet favori. Parce que c'est grandiose. En fait, le pardon, c'est une surabondance d'amour, un surcroît d'amour. C'est de l'amour en abondance. Et ça paraît impossible. Et pourtant, on en voit des gens qui pardonnent et qui ont des vies fécondes. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'encourage. Je ne sais pas si moi, je serai toujours en capacité de pardonner. Je ne sais pas ce que me prédit l'avenir, mais j'aimerais en tout cas pouvoir pardonner. Et puis, mais surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on parle de nous en tant que victimes. On nous a fait du mal, Mais est-ce qu'on a pensé que nous aussi, on a fait du mal? Certainement, forcément, intentionnellement ou inconsciemment. Et puis, il y a aussi un autre processus, c'est demander pardon sans s'humilier. Mais ça, c'est un autre chapitre. C'est un autre chapitre qu'on aimerait bien ouvrir. Alors, on va garder ça pour une prochaine fois. On garde ça, Chantal, une prochaine fois. Demander pardon sans s'humilier, parce que nous aussi, on peut évidemment blesser l'autre. Et des relations, s'il n'y a pas de pardon, elles ne sont pas durables. Ou alors elles sont durables parce qu'on les maintient, mais elles ne sont pas satisfaisantes. Et nous, ce qu'on veut, c'est des relations qui soient à la fois durables et satisfaisantes. Et ça, c'est possible. Mais ça demande d'aborder les blessures, les pardons. Voilà. Merci Chantal. Merci infiniment. Et je te remercie pour tout ce que tu viens de nous partager, mais je te remercie aussi d'avoir toi-même fait tout ce chemin, ce parcours de femme que tu as eu, après aussi avoir élevé ta famille nombreuse, et puis toute cette découverte quand tu étais à New York, de toute cette approche, de t'être formée et de transmettre aux autres. Merci pour cette vie de femme donnée à semer cette bonne nouvelle que tu nous partages aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est une grande joie pour moi. Et vraiment à suivre parce qu'il y a encore beaucoup à comprendre de tout ça. J'ai l'impression avec toi là, pendant cette demi-heure, d'avoir un peu ouvert une porte en fait c'est pas tout à fait ce que j'avais compris et j'ai envie d'en savoir plus. Donc déjà on peut te retrouver dans tes stages, tes accompagnements. Et puis certainement, avec Sam, on va préparer des choses avec toi. Je te remercie beaucoup, Chantal. Merci à toi, Thérèse. Au revoir. Au revoir. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de Sam sur notre site internet, sem.co, et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté Sam. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast.
Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimés durablement.